Oui. Un mystérieux monsieur C m'a convié à venir visiter sa maison, située à Cramont, en Picardie, au sud de Saint-Riquier. Et je n'ai pas rêvé, le mail est sur mon ordinateur d'ailleurs, le message explicite le désir de me rencontrer en raison d'un roman que je viens de publier où mon correspondant semble trouver des affinités avec son projet. Proposition alléchante puisque je suis invité afin d'écrire un texte sur les créations qu'un groupe d'artistes en résidence y a réalisées. Œuvres plus ou moins éphémères qui interviennent sur les murs extérieurs, l'intérieur des pièces, le mobilier, les dépendances, le jardin. A priori, un sujet qui me passionne. La carte n'est pas le territoire, mais elle peut donner des indications. Pour me rendre compte de la position exacte du lieu, je cherche sur un logiciel le plan satellite du village. Très aisément, je trouve la rue Doncoeur. Immédiatement, je suis intrigué car au numéro 8 où se situe la maison, deux ensembles de corps de bâtiments contigus dessinent la lettre C en vue cavalière. Ce qui suppose une certaine duplicité jette un trouble. Je navigue ensuite en Street View pour tenter d'identifier le lieu exact, d'obtenir un aperçu de son apparence. D'un côté de la rue, sur une façade blanche, 3 fenêtres, de l'autre, un long mur de briques. Si j'essaye d'aller plus loin, voici que la route s'étire à perte de vue vers les champs. Comme je ne réside pas loin de Cramont, par un beau dimanche pluvieux d'avril, comme la Picardie en possède le secret, j'arrive dans la matinée devant une petite barrière blanche, ouverte sur une vaste prairie où s'élèvent de grands arbres au feuillage d'un vert printanier. Tout de suite, mon attention est attirée par une haute muraille de foin sous un hangar qui ne me semble pas édifiée à cet endroit par hasard. J'en admire la matière, les couleurs, camailleux de breu sombre et le jaune paille. Non, non, ceci n'est pas une installation, me détrompent mes hôtes qui viennent d'arriver pour m'accueillir. Aussitôt, je comprends que ce monument d'herbe fait partie de la ferme voisine, composante du second C, qui m'avait tant intrigué. Sur ma droite, je repère une caravane d'un modèle vieillot. Est-ce là que réside M. C? Non, non, c'est une œuvre de Stéphane Tidet. Peut-on la visiter? Pas pour le moment, répond l'un de mes hôtes qui tient entre ses mains une prise de courant au bout d'un long câble électrique dont l'extrémité se perd dans les herbes. Il n'y a pas moyen de le raccorder. Et qui voit-on? 2 lampes de chevet allumées, quand elles sont allumées, mais surtout on y entend énoncer les 460 noms de lieux qui commencent par Mal. Je n'ose demander si ce choix résulte d'une relation avec Maldoror ou s'il s'agit d'un pèlerinage de M. C. aurait effectué à travers la France pour y découvrir le vrai visage du mal. Puis je m'avance vers l'entrée de la caravane, mais devant la porte close, je renonce. La visite s'annonce pleine de surprises et d'ambiguïté. Franchissant à la suite de mes hôtes une haie de lauriers du Caucase, je découvre l'énorme tronc tortueux d'un tilleul rogné jusqu'à la moindre branche qui s'élève à l'entrée de la cour tel un totem majestueux. Dévoilant ses nœuds, ses loupes, ses repères d'insectes, ses trous de pique et pêche, ses mouches, ses lichens, ses lierres qui grimpent à l'assaut de son écorce. Son profil percé d'un œil qui évoque un monstre tutélaire, protecteur de la maison. La taille est sévère, dis-je. Est-ce un souhait de M. C? Difficile de l'affirmer, mais il ne sait pas se faire oublier. En examinant avec soin le tilleul, je découvre une petite feuille qui pousse timidement à l'enfourchure de 2 branches, une preuve qu'il n'est pas mort, peut-être un signe qu'il m'adresse. Qui êtes-vous en réalité? Nous sommes présents, en quelque sorte les gardiens de sa mémoire. Lorsqu'il est en voyage, nous nous occupons de la faire vivre, de l'animer, grâce à de multiples mais de discrètes transformations. Suivez-nous dans l'intimité de cette maison. Tous les éléments du décor qu'il a mis en place au cours des années, à la fois simples et plaisants, sont fidèlement respectés. À peine suis-je entré dans la pièce principale que je repère un carré jaune fluo sur fond de fenêtre. On distingue le village à travers ce que j'identifie comme une couverture de survie. Soudain, ce rideau incongru se déplace en un mouvement transversal instantané pour se plaquer sur la vitre d'en face, plein sud, ce qui assombrit l'atmosphère, révèle le feu de cheminée qui éclaire la vaste pièce d'une manière spectrale. J'attends l'explication qui m'est aussitôt donnée. L'installation électrique est si vétuste dans cette maison fait que le système du rideau se déclenche parfois
de manière intempestive lorsque quelqu'un actionne un interrupteur dans une autre pièce de la maison. Mais le mouvement aller-retour d'une fenêtre à l'autre est d'une conception de l'artiste Nicolas Darro. Mon interlocuteur monte vers le premier étage. 2 secondes plus tard, le rideau, glissant sur ses rails, se replace au nord, juste au moment où le soleil, surgissant des nuages, pénètre dans le séjour d'un rustique cossu, sans prétention, révélant les canapés, les fauteuils, les tables, les bibelots, les bibliothèques dressées telles des icônes. Je m'en approche pour découvrir une collection de livres indiquant par leur choix une curiosité éclectique. Des Pléiades, des romans protégés par du papier cristal, de gros volumes sur la Sicile ou sur les oiseaux. Plus loin, les vinyles bien serrés révèlent qu'ils ont été achetés dans les années 70, n'attendent qu'une occasion pour délivrer la musique enfermée dans leurs sillons, opéra, pop et jazz. Bonjour. Les autres invités, dissimulés jusqu'ici par la pénombre, se lèvent et m'accueillent de façon chaleureuse. Je me les fais présenter, ce sont les précédents et les futurs artistes en résidence. Un peu ébahi, je demande si je comprends bien, c'est une meute de manipulateurs. Jusqu'à quel degré s'exerce leur détournement? Suivez-nous. Je vous propose de le découvrir à travers un itinéraire qui s'inscrit dans les différents bâtiments. En sortant dans la cour en gazonnée, je remarque, fixé sur le mur d'en face, une sorte de trapèze en relief construit de fins bouts de bois. Au sommet trône une pomme rouge. Je m'étonne. Elle semble aussi fraîche que si elle avait été cueillie de la veille. Et pourtant, Louis Gary l'avait mise en place l'année dernière. En somme, son travail peut se considérer comme une sorte de pyramide inversée qui, selon la légende égyptienne, conserve indéfiniment les aliments. On dirait que la maison de M. C favorise l'apparition de mystères singuliers. Vous n'avez pas tort. Allons plus loin. Devant moi s'ouvre la porte d'une petite resserre, au sol un épi tapis de foin. Les murs forment autant de parois recouvertes d'un tissu brillant, réfléchissant. Au centre, fortement éclairé, se situe une étonnante couveuse où des œufs sont séparés par des cubes millimétrés, matérialisés par des fragments de mètres pliants en bois jaune où ils sont enchâssés. Mètres pliants qui se prolongent en perspective de chaque côté vers des panneaux de papier d'aluminium où se déploient d'autres œufs à l'apparence déformée. Sont-ils infertiles au point d'évaluer, grâce à ce stratagème, le temps qui les éloigne de leur disparition? Ou mesurent-ils la distance qui les sépare du moment où ils vont naître? Clément Bagot, qui les a conçus, cette installation, ne se prononce pas sur le résultat. À moins que cette étrange machinerie ne leur permette d'éclore par télétransportation dans n'importe quel autre emplacement de la maison de M. C. Ce n'est qu'un indice, mais à surveiller. Première confirmation dans la remise voisine où les murs de pisé décati ou pointillés répétitifs dévoilent une étonnante frise de lattes colorées par d'anciens lichens desséchés. Dans la pénombre, je distingue à peine une hypothèse de monstre aux formes torturées. Sans savoir pourquoi, je ressors aussitôt. À la fraîcheur matinale succède la timide tiédeur d'un soleil printanier qui lève une brume légère au-dessus de l'herbe rase en vaporisant la rosée. C'est ici que s'élevaient l'année dernière les ensembles de formes monochromatiques réalisés par Thomas Lanfranchi à partir de sacs plastiques. Elles peuvent entrer en lévitation. Quand vous reviendrez, vous nous aiderez par la pensée à les faire voler, me confie l'un de mes hôtes, avec un sourire malicieux. Nous traversons la cour pour nous diriger vers d'anciennes granges dont il ne subsiste plus que la charpente. Je distingue en passant une forme larvaire, momie de morses ligotées qui repose sur le sol entre une chaise et une table. Puis sur la droite, nous entrons dans une salle sombre. Peu à peu, nos iris s'habituent. Ce que j'avais déjà envisagé se confirme devant moi. Une seconde créature du magma, de pois, d'herbes sèches et de terre, suspendue au bout d'une corde, aux yeux creux sans regard, aux mufles soupçonnés, menus de pattes atrophiées. L'extrémité de son abdomen se termine par une masse informe. Elle émerge d'un trou dans le sol qui ne saurait être que son terrier. Nulle menace, pas un balancement. Seule dans l'obscurité et le silence, elle attend une prochaine métamorphose. Je demande, ne pensez-vous pas qu'elle pourrait être l'émanation d'un œuf de Clément Bagot? Non, comme le petit monstre que vous venez d'apercevoir dans l'autre remise,
C'est Sophie Gauchet qui les conçoit en s'inspirant de la terre qu'elle creuse ici même. Songeur, je reviens dans la salle à manger où nous attend un délicieux repas. Peu à peu, le vin et la convivialité aidant, le Fari me gagne. J'aurais aimé demander son avis au propriétaire des lieux sur les changements qui s'opèrent dans sa maison, dans le moindre coin, sur les toits, dans les hangars, les pâtures. Comme je n'ai aucun espoir de le reconnaître, j'interroge du regard son environnement familier, les murs, les meubles, les objets qui sont en général moins silencieux qu'on ne le croit. Quand je remarque soudain dans la porte d'un buffet une incrustation géométrique en noir et blanc, totalement en désaccord avec son style anodin. Puis, sur une encoignure, un motif différent. La naissance de ces figures abstraites, d'où provient-elle? Les compositions géométriques de Guillaume Millet sont induites par la structure même des meubles. Son travail est généré par le regard qu'il porte sur eux quand l'inspiration lui vient, de sorte que la maison semble les ingérer ensuite. D'après ce que vous pouvez savoir, comment M. C apprécie-t-il l'irruption de ses œuvres? Jusqu'à présent, il en conserve jalousement le secret. Mais la réponse se trouve peut-être dans la cave où Amélie Lucas a placé un hibou. Nous y descendons par un étroit escalier si bas de plafond qu'on risque à chaque pas de s'y cogner le front. En atteignant la dernière marche, nous émergeons dans une atmosphère d'un rouge diffus. Aucun oiseau n'y vole. Il me semble apercevoir quelques traces de plumes affleurant au sol. Je murmure, on dirait qu'il s'est enterré. À cet instant, je me demande si ce n'est pas la maison elle-même, saisie soudaine d'une soudaine émulation, en découvrant les œuvres de ces visiteurs de passage, qui serait la véritable complice de sa propre mutation, à moins qu'elle n'envisage de s'en servir comme proie. Initial CC. Initial CC. Initial CC est la signature apposée à tous les documents transmis aux enquêteurs fédéraux par Marc Louisa depuis son spot, comme il aime à le nommer. D'habitude, les Golden Boys de la Silicon Valley, qui ont rendu de loyaux services à l'industrie numérique, ou ont été les pionniers un peu trop oubliés de l'informatique balbutiante, nomment Spot une maison avec piscine et spa du côté de San José, en plein dans le dur, dans le Geekland, voire sur la côte pacifique. Louisa a choisi, lui, de se sauver loin de la Californie. Des contacts, du business, dans un milieu tenu, presque secret, où il imaginait ne pas être dérangé. Tranchant résolument avec les usages de sa profession, qui voudrait qu'on négocie au prix fort le résultat de plusieurs années de travail penché sur sa machine, contre une somme autorisant une retraite dorée, l'informaticien américain a tourné le dos à cette manne pour se contenter d'investir un ancien corps de ferme en Picardie, région du nord de la France. Précisément là où les enquêteurs mandatés par la National Security Agency, la NSA, l'ont quand même retrouvé. Le bottin mentionne une adresse à Saint-Riquier, près d'Abbeville, pour monsieur Marc Louisa, citoyen américain, commissaire-priseur de son État, ayant bureau à Paris et banlieue. Or, l'adresse est fictive. Pas de trace de l'un des inventeurs méconnus du célèbre langage C, à Saint-Riquier. Il a fallu près d'un mois aux enquêteurs menés par l'agent Kentridge pour comprendre que leur fuyard, supposé, se cachait à quelques kilomètres du bourg dans un village nommé Cramont, qui commence par un C, Cramont. Secret, fuyard, se cachait, terminologie typique de la parano entourant ce cas unique de reconversion professionnelle. Louisa est, ou devrait être, considéré comme un citoyen ordinaire, libre de voyager où il veut sans avoir à rendre des comptes. Mais ses compétences informatiques pourraient se monnayer, au prix très fort, par des puissances pressées d'en découdre avec l'hégémonie californienne. Son carnet d'adresses Made in Silicon Valley est aussi alléchant que sa frustration,
complaisamment rabâchée devant ses collègues, celle de n'avoir pas atteint son but. Il se sent prêt à être débauché, réactivé par de nouveaux enjeux industriels, comme cet exil bizarre semble confirmer. L'extravagante couverture d'amateurs d'art ne laisse pas de surprendre. Mais qui sait si le geek, intronisé expert d'enchères, ami intime de Ritchie, Thomson et Snyder, et quelques autres promoteurs du langage C, ce sont les inventeurs du langage C, n'a pas nourri une passion secrète pour le marché de l'art. Il aurait commencé à collectionner, se serait formé tout seul au métier de galeriste, pour lâcher brutalement son statut de codeur compulsif et rallier un environnement plus sensuel, apaisé, esthétique. La NSA voudrait s'en assurer en menant une traque purement informative sur le terrain. Kentridge était l'agent tout désigné pour la besogne, car il se passionne lui aussi pour l'art, spécialement l'histoire de l'art. Ayant bondi sur l'opportunité d'une telle mission, aux frais du contribuable américain, il a rassemblé toute une documentation sur l'architecture romane et gothique en Picardie, a bouclé ses bagages, non sans une certaine gaieté, presque moqueuse. Car il a prévenu ses collègues, l'accompagnant. Cette enquête, c'est du bidon. On ne trouvera rien. Louisa est inoffensif. Mais un bon agent comme lui ne tourne jamais le dos aux missions, même les plus inutiles. L'administration fédérale a tort de s'inquiéter d'un colis comprenant des tirages duplicopiés, d'un plan de propriété, des noms nouveaux, une enveloppe payante, le tout signé Initial CC. Ce colis a été adressé à un collectionneur d'informations peu scrupuleux, trop vite excité par cet envoi énigmatique, à l'administration américaine de surcroît. Mark Louisa aime jouer, il ne se cache pas. Kentridge sait aussi que l'ancienneté de l'architecture du langage C ne lui permet tout de même pas de visiter les secrets militaires les plus neufs, et il irait même jusqu'à dire que l'œuvre du geek est arrangée au musée. L'informatique a bien changé depuis 1975, et se maintenir à niveau, pour un codeur, reste un travail à temps plein. L'agent mandaté par la NSA s'était abondamment documenté avant de poser ses bagages sur zone, sur l'histoire communale notamment, les monuments à visiter, sur cette abbatiale de Saint-Riquier construite à l'emplacement d'une ancienne basilique carolingienne, ayant introduit une innovation décisive dans l'agencement des nefs, en ajoutant un chœur entre abside et transept. Il avait surtout trouvé une mention amusante sur un document online, Saint-Riquier, anciennement C. C'est Santula, l'ancien nom de Saint-Riquier. Il est certain que Mark Louisa a repéré cette étrangeté en conduisant des recherches en mode random. Une initiale pour désigner une ville, comme s'il s'agissait d'un programme informatique, puis a décrété que c'était l'endroit où devait s'épanouir. N'ayant rien trouvé à acquérir dans la ville même, il s'est employé à chercher un village environnant. Son gag a sûrement commencé là, son brouillage de piste surtout. Qu'importe, il faut enquêter, vérifier son adresse exacte, voir sur place, le nom sur la boîte aux lettres, le voisinage, les visites incongrues, épiées depuis un véhicule de location. L'avantage est que Louisa ne peut pas se douter de l'intérêt excessif que lui portent les instances fédérales de sa patrie d'origine. Sa dérobade passe sûrement pour une excentricité d'aigri, refusant de décliner son identité réelle lorsque les requêtes lui paraissent ridicules. De là à déléguer 3 agents à Cramont à photographier abondamment ses bureaux parisiens et même son appartement en banlieue, il y a une marge. Cette marge, nous y sommes. Et elle a l'aspect d'un voyage dans les marges, précisément. Kentridge et sa bande garent leur véhicule sur la rue traversant le village, affichent leur dégaine de touristes, smartphone et guide en main, pour rejoindre la maison où doit se trouver le commissaire-priseur de Paris, avec son fort accent de l'Oregon. Surprise, un panneau assez discret invite à rentrer dans une exposition. La cachette du geek est donc plutôt open, conforme aux techniques de dissimulation, dira l'un des 3 enquêteurs. Plus on a à cacher, plus on convient à venir voir. Classique. Showroom des acquisitions du commissaire-priseur Mark Louisa, vraisemblablement, c'est-à-dire meubles anciens, portraits, marines, ce sont ses spécialités. Sauf qu'une fois franchi la porte principale, le spectacle est tout autre. Loin d'une mise en scène avec cimaises et autres socles, les pièces irriguent les murs, les planchers, les sols et le mobilier sans unité de dimension ou de technique, intégrées au volume, saillantes ou non, répondant au seul programme d'habiter le lieu. Tandis que les 3 agents, curieusement menés par leur guide touristique à cet événement, font l'effort de lire les explications écrites, tant pour y dénicher quelques codes secrets que par curiosité,
Kentridge est distrait, parfois tatillon, en tout cas indisposé. Le centre d'intérêt de son geek, spécialiste d'huile vernissée et de patine, ne s'y retrouve pas. Donc, les enquêteurs peuvent avoir été égarés volontairement. Le numéro 8 rue Doncker est sûrement une invitation à chercher un peu plus. Laissant ses deux compagnons à leur visite, il arpente nerveusement les environs, regarde dessus les murs, pénètre dans les cours, pousse les portails entr'ouverts, cherche son illusionniste, car il est dans ce village. Le plus indifférent des trois à l'origine, le plus moqueur, est devenu le plus opiniâtre. 3h05 GMT. Kentridge n'est pas rentré avec nous. Il a demandé une prolongation de mission dans le but de mettre la main sur Marc Luisa. Nous n'avons pas pu le convaincre de lâcher l'affaire. L'envoi de colis en livraison express B2C depuis Saint-Riquier visait à nous leurrer. Encore classique. Pas de Louisa à Cramont. Somme, Picardie, France. Il est à chercher ailleurs, vu les informations dont nous disposons. Ce n'est pas du tout l'avis de Kentridge qui affirme pouvoir l'y dénicher. Ce sont ses propres paroles. Courrier Picard. Un Américain s'est porté acquéreur d'un pré garni de quelques arbres à Cramont pour, selon lui, avoir du terrain dans une région où se sont battus des ancêtres lors de la bataille de la Somme. Son intention de n'y rien construire, ni maison, ni abri quelconque, de n'y autoriser aucune culture, seulement un entretien minimum du tapis végétal, n'a pas manqué de surprendre la commune peu coutumière de telles excentricités, et notamment d'avoir à prélever un impôt sur une jachère symbolique. Et naissent à 8h38 autorisation accordée à l'agent Kentridge pour retour environ une semaine sur Cramont District Saint-Riquier, Somme France objectif, rassembler informations complètes sur Marc Louisa suspect d'activité transfert données sensibles. 3h40. Kentridge s'est persuadé que Louisa habitait le village après avoir détaillé chaque pièce exposée, restant 10 bonnes minutes devant chacune, prenant nerveusement des notes, tandis que nous le faisions signe d'enchaîner depuis le portail entrouvert. Comme il était le mieux documenté et le plus actif de nous trois, on ne discutait pas, lui laissant carte blanche pour le protocole. Je crois que nous sommes revenus entre 7 et 8 fois sur les lieux. Quand nous rentrions le soir à Abbeville, Kentridge y restait seul. On ne savait pas où et comment il dormait. Cette maison augmentée devenait un rébus à déchiffrer. La présence d'un Américain visiblement accaparé, au point de tirer plusieurs livres de la bibliothèque pour les feuilleter bruyamment, de fouiller une pochette de disques, de regarder sous un meuble, avait de quoi indisposer nos hôtes, qui engagèrent souvent la conversation avec lui. Ils apprirent que Kentridge cherchait un commissaire-priseur, ayant entrepris de cacher sa collection d'art ancien derrière leur initiative. Comme si, depuis le début de l'enquête, Louisa masquait une couche par une autre, manière d'épaissir sa fuite. De Marc Louisa, les autres n'avaient évidemment jamais entendu parler. Nous en savions assez. Kentridge s'est inutilement obstiné, a même décroché notre point de vue, a oublié le sens de notre mission. Une enquête à son sujet, cette fois, n'est plus un luxe, il y est encore. 8h12. Kentridge se réveille quelques minutes avant l'ouverture de l'exposition au public. Tandis que la voix d'un récitant résonne dans la pièce d'à côté, enregistrement en boucle d'un texte ayant trait à l'événement journellement renouvelé, Kentridge arrange sa chambre du premier étage comme s'il cherchait à l'agencer autrement. Il se comporte de même dans les autres pièces, bougeant mollement quelques objets usuels, poussant des chaises, faisant mine de balayer, sans toucher à ce qui est montré ou presque. Car il tient à poser, même furtivement, sa main sur chacune des interventions des artistes, parfois agrippant une cage, activant une portière, colorant ses doigts d'un pigment, fixant objets et images. Kentridge est chez lui. Il est à 2h10. Les activités de l'agent Kentridge ne peuvent en aucun cas représenter un quelconque danger pour la sécurité intérieure de l'architecture intérieure du réseau informatique américain. Sa retraite est effective. Ses liens distendus,
ces actions inoffensives. L'enquête est close. Le dossier est classé. 9h15. Mark Kentridge n'aspire qu'à une chose très simple. Le code a été longtemps sa seule véritable maison. Il l'a habité comme un code habite une application. Ses pièces inédites, actives sans être activées, nervurées dans les plis de la maison, forment son nouvel environnement binaire, non monnayable, intime mais offert, un environnement total. De même que le code habite l'informatique, la syntaxe habite l'écrit, l'urbanisme habite les villes, l'architecture habite les murs des abbatiales, la médecine habite le docteur habite sa vocation, sans se cacher ni se soustraire. Les artistes habitent l'enquête. Courrier Picard. Mark et Louisa Kentridge vous invitent à voir la nouvelle étape de leur exposition, dans la maison de Monsieur C. La propriété de Christiane Longhi accueille une initiative originale des deux amateurs d'art américains qui, ils aiment à le rappeler, avaient acquis un champ accolé à ce corps de bâtiment. 19 artistes invités, 2 curators, des amis, une quarantaine d'interventions. Et n'est à 5h50 pas de traces d'un dossier Kentridge à l'agence. Tu voulais savoir quoi? Amicalement, John. Les lecteurs sont Fabrice Raymond, Sabine Assoyer, David Guest. Je vous remercie. Nous vous remercions de votre venue à la Maison Rouge donc pour cette rencontre autour du livre catalogue dans la maison de Monsieur C. On remercie la Maison Rouge de nous accueillir. On remercie aussi Stéphanie Molinard, chargée du public, ainsi que Pierre Kurtz qui nous a aidés à préparer la salle. Et donc voilà, on vous reçoit autour de ce catalogue qui a été réalisé par le graphiste Guillaume Etlinger avec des photographies d'Aurélien Moll qui doivent être tous deux dans la salle. Et puis on souhaite, voilà, pour revenir sur ce que vous venez d'entendre et de voir. Donc vous venez d'entendre le Philippe Curval qui a lu Une maison sous les charmes et Daniel Foucard, donc accompagné de ses complices David Guest, Fabrice Raymond et Sabrina Soyer, et suivant un protocole de lecture qu'il affectionne, ont lu Journaux. Et enfin, donc avec une performance dessinée de Sophie Gaucher, qui réitère là une forme de performance qu'elle a réalisée en Picardie, dans la maison de Monsieur C, dont on va vous parler plus précisément. Et enfin, les notes qui ont précédé sont celles d'Albert Heller, lors d'un concert à la Fondation Mag en 1970, qu'Étienne Leroy, l'un des artistes du projet, avait repéré parmi la collection de disques noirs de la maison, et pour lequel il a conçu une pochette qui est aussi une pochette qui accueille les disques noirs qui ont perdu leur pochette
Et c'est une sorte de paysage minimal qui bruisse ainsi, rangé et dissimulé par Étienne dans les rayonnages des vinyles. Et il ne se déploie que lorsqu'un visiteur l'extrait et en déplie les rabats, à la manière d'un polyptyque. Vous verrez très certainement une image tout à l'heure. Et enfin, voilà, vous avez également pu voir la vidéo de Nicolas Darro sur laquelle nous reviendrons dans quelques minutes. Donc, je passe la parole à Héloïse Guénard et nous inviterons ensuite Hugues Rochette et Guillaume Millet à venir parler plus longuement de leur travail. Merci. Bonsoir, Monsieur C. Alors, qui est-il? Eh bien, les textes nous en dressent un portrait assez différent déjà, l'un de l'autre, et les quelques informations que nous pouvons glaner dans le catalogue ne nous donneront pas une image plus complète. Il est commissaire-priseur, nous dit-on. Il se plaît dans le Nord. Voilà à peu près tout ce que nous en savons. Une nouvelle fois, il risque de ne pas se présenter ce soir. Et pour cause. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs Monsieur C aux identités multiples et fluctuantes. C'est une présence fantomatique qui hante cette maison, faite de strates, d'apparitions et de disparitions. S'agit-il d'ailleurs vraiment d'un monsieur? Vraisemblablement, non. Monsieur C est avant tout un format, un espace que nous avons choisi d'offrir à 18 artistes et 2 écrivains qui ont été invités dans cette maison à produire et à présenter des œuvres lors de résidences en les lieux. À l'issue, donc ça s'est déroulé entre juillet 2013 et juillet 2014. Et ça a donné naissance, pour commencer, à un site internet que je vous invite à regarder, à une exposition et à la publication du catalogue dont nous parlons. 18 artistes dont les appartenances et les pratiques sont très variées. Il ne s'agissait pas du tout d'un groupe constitué, dessinateurs, peintres, sculpteurs, artistes réalisant des installations. Nous allons essayer de vous en donner un aperçu à travers le défilement des pages du catalogue de B, Clément Bagot, à T, Tuvan Tran. La règle du jeu était donc assez simple. Les artistes se sont emparés des éléments domestiques, architecturaux, géographiques, historiques, etc., associés à cette maison et à son imaginaire. La maison est devenue contexte et matériau pour les œuvres qui se sont produits en son sein, de la cave au grenier, sur les arbres, retranchés dans un cabanon entre les craquelures de peinture, dissimulés entre les objets, derrière une porte, etc., de l'intérieur à l'extérieur ou inversement. La maison, donc, de quoi s'agissait-il? D'une ancienne ferme du début du XXe siècle qui a été reconvertie en résidence secondaire dans un petit village reculé de Picardie, donc Cramont. Mobilier rustique ou prêt à monter, livres, vinyles, bibelots et trouvailles en toutes sortes composaient cette demeure que, comme vous pouvez le lire en introduction du catalogue, le goût de l'aménagement intérieur n'avait pas gagné. Elle a été laissée en l'état, dans son jus, en somme, avec tout ce charme disparate et suranné. Ce qui nous a plu dans cet éclectisme-là, c'était le rapport à la culture qui se dégageait, l'appétence pour une multiplicité de savoirs, passant et l'esprit de curiosité en fait qui s'en dégageait, passant de registres très différents et de domaines très variés, de la littérature à la musique, plein de musiques différentes, de la faune à la flore, etc., que sais-je, jusqu'à l'histoire de l'art ancien. Quoique le catalogue commence avec les mots engageants
de l'art contemporain, M. C ne se soucie guère. Il nous a donc semblé que tous les éléments étaient réunis pour faire entrer la création contemporaine dans la maison de M. C, qui n'y était, vous l'avez compris, nullement prédestiné. Ça l'était d'autant plus, c'était d'autant plus propice, nous a-t-il semblé, que ce régime d'interpénétration entre des registres différents correspondait à beaucoup des artistes invités qui procèdent volontiers à une convergence d'univers de nature dissemblable, que l'on pense à, je ne sais pas s'il est, ouais, déjà ça défile très très vite, que l'on pense à l'arbre à chat de Laurent Ledinf qui a pris place sur un buffet campagnard dans le salon, ou que l'on pense aux sculptures et peintures noires de Benjamin Swem qui se laissait découvrir comme ça différents endroits de la maison sans que l'on sache précisément quels étaient ces objets, de quelle nature étaient-ils, d'où venaient-ils et quelle était leur auteur même. Ou encore à la sculpture par laquelle le visiteur était accueilli d'Aurélien Porte, dont on ne savait pas trop si elle appartenait à une espèce de sculpture monumentale à l'entrée de la maison, dont on ne savait pas trop si elle appartenait au règne animal, végétal, à la culture contemporaine, à l'artisanat populaire, enfin voilà, une indécision en regardant cet objet-là. De la cave au grenier, donc, disions-nous tout à l'heure, et il faudrait ajouter entre ciel et terre, pour reprendre Nicolas Darro, donc, dont vous avez vu le voile fantomatique passer tout à l'heure sur la vidéo. Et donc je vais vous lire la petite présentation qui est très explicite. Telle une icône légère, cette chose qui n'est plus un rideau, sans pouvoir encore tout à fait passer pour un monochrome, traverse l'espace, en apesanteur, comme le font les cosmonautes dans leur combinaison capitonnée d'or, justement. Cela n'a rien d'une coquetterie. Ce sont les propriétés physiques du métal qui servent d'armure aux explorateurs du vide sidéral. Elles protègent également d'une couverture de survie ceux qui se trouvent, par les caprices du sort, livrés à la vindicte des éléments, n'ayant plus pour s'abriter qu'une demeure réduite à un film métallisé. L'or protège aussi bien du vide que du plein. Les choses qu'ont en commun tous les abris, c'est peut-être d'organiser une forme de continuité entre la terre et le ciel. De la cave au grenier, un espace se déploie dans lequel une cosmogonie peut éventuellement se raconter. De la cave au grenier, entre ciel et terre, ou un peu en dessous et un peu au-delà. Car il a été beaucoup question aussi dans ce parcours, dans cette exposition, d'enfouissement, d'extraction et d'élévation, ou plutôt de lévitation. Comme le dit Thomas Lanfranchi, je cite, Thomas Lanfranchi, le grand faussaire ou l'histoire vraie de la lévitation des formes, titre d'un ensemble de dessins qui était donc présenté dans la maison, lequel Thomas Lanfranchi présentait également une œuvre intitulée « Toujours rien », une sorte de construction monumentale faite de sacs plastiques qui aurait pu, pourra s'envoler dans le ciel Picard ou d'autres. Quant à Amélie Lucas, elle nous a emmenés sous terre. Elle a creusé un trou, une espèce de four naturel en plein air pour y cuire un serpent étron enroulé sur lui-même et qui n'en est plus jamais ressorti. Ou du moins, il n'en est plus jamais ressorti sous la même forme, est apparu dans la cave de la maison un hibou et est apparu dans le ciel ce que vous verrez à la fin de cette rencontre qu'on vous présentera en projetant une petite vidéo qu'elle a réalisée. De la cave au grenier, entre ciel et terre, ou un peu en dessous, ou un peu au-delà,
de l'intérieur à l'extérieur, ou l'inverse, ou à l'extérieur de l'extérieur, ou à l'extérieur de l'intérieur à l'intérieur de l'extérieur, etc., etc., pour plagier le monologue introductif de « Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina. Vous qui habitez l'espace, ajoutons-le. Cette petite association très libre nous fait penser à la pièce que Clément Bagot présente dans la maison, donc cette espèce de vaisseau couveuse qui est suspendu dans un cabanon en retrait de la maison et qui requalifie l'espace en faisant jouer les échelles et les proportions des différentes parties gigognes qui la composent, où on passe donc d'intérieur en extérieur en permanence. D'une autre manière également, la pièce d'Olivier Leroy, La fin du temps, qui est une pièce en verre soufflée par un maître verrier qui reprend la forme d'une nasse de pêcheur. Laquelle forme de nasse de pêcheur s'apparente à celle d'un trou de verre, le trou de verre étant une hypothèse scientifique qui pose la possible réunion en simultané de deux points distants dans l'univers. Autrement dit, qui pose la possible abolition du système spatio-temporel. Pourquoi cette digression? Et pour rebondir sur ce par quoi nous avons commencé avec Novarina, l'idée était un petit peu que la traversée dans ce parcours et avec ses œuvres consiste aussi à habiter le temps et l'espace un petit peu différemment. Ces pièces nous semblaient à ce titre intéressantes dans cette maison qui propose aussi une forme d'échappée et un interstice dans le réel. Alors très, très concrètement, pour revenir sur la manière dont ce projet s'est construit, un élément important était qu'il se développe dans le temps, progressivement, sans volonté programmatique, sans que les choses soient extrêmement définies au départ, puisque nous pensions cet espace comme un espace de liberté, comme un espace où il était possible dans ce cadre de contraintes très fortes, d'une part parce que c'était une maison domestique, d'autre part parce que c'était un lieu reculé, etc., etc. On pourrait allonger la liste, mais néanmoins, toutes ces caractéristiques permettaient aussi que les artistes puissent, dans ce cadre-là, tester éventuellement des pièces, expérimenter un certain nombre de choses que d'autres cadres plus institutionnels ou plus exposés ne permettent pas. Et c'était pour nous important que cette dimension-là soit au centre de la démarche et que l'invitation faite aux artistes reste très ouverte. Voilà. In fine, ce petit parcours montre la possibilité ou la tentative de produire des œuvres et de conduire un projet artistique de manière un petit peu différente. On souhaitait aussi donc inviter deux artistes. On ne pouvait pas inviter les 18 artistes, malheureusement, à parler. Et donc, on a invité Guillaume Millet. Et, je vais peut-être vous laisser. Et Hugues Rochette. Ouais, t'as qu'à te mettre là. Attends, on va mettre ça. Bonsoir. Il est où, Hugues? Hugues? Ouais, bien. Bonsoir. Donc, à parler de leur travail. Attends, juste vous mettre les... Voilà, comme ça, vous avez chacun votre petit... Voilà. Tu nous as chacun préparé vos petits dossiers. Voilà, parce que... Voilà, on souhaitait inviter donc Hugues Rochette et Guillaume Millet à parler un peu plus précisément donc de leur intervention dans la maison de Monsieur C.
notamment parce qu'il y a deux approches, deux interventions différentes. Une intervention du côté de Guillaume qui intervient à l'intérieur de la maison et avec une temporalité qui est assez longue. Il a travaillé sur les meubles même au fil du temps, on va dire, de 2013 à 2014. Et Hugues Rochette, en partant de l'environnement, en l'occurrence celui des mûches. Alors les mûches, ça veut dire cachette en picard. Et donc à partir desquelles ils ont créé avec Nathalie Brevet une installation qui est une sorte d'archéologie construite d'un objet. Et peut-être qu'on peut commencer par Guillaume, peut-être voilà, savoir comment ce travail prend place dans son travail et qu'il nous parle aussi d'une expérience qu'il a réalisée avec certaines des œuvres qu'il a réalisées pour Cramont, en les décontextualisant et en les exposant comme fragments, on va dire, dans une exposition. Alors, voilà, il va nous en parler. Notamment, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est-à-dire que en fait, moi, j'ai une pratique de peintre. Je produis des peintures en atelier, enfin, dans un atelier. Il s'agit d'une peinture qui est une peinture abstraite qui s'appuie notamment sur des formes géométriques. Et c'est une peinture qui se développe sur toile ou sur papier, hein, généralement. C'est aussi une peinture qui peut éventuellement prendre la forme de peinture murale, selon les projets et selon les circonstances. Là, lorsqu'on m'a proposé de réaliser quelque chose dans cette maison, qui est un lieu habité, donc qui est extrêmement différent de ce à quoi on peut être habitué lorsqu'on expose régulièrement dans une galerie ou dans un centre d'art. Donc il a fallu imaginer quelque chose qui puisse être adapté à un lieu extrêmement occupé par des objets très diversifiés en fait. Hein. Donc c'était quelque chose de très spécial, quoi, de très différent. À un moment donné, je me suis dit que peut-être, effectivement, une ou plusieurs peintures murales pouvaient être adaptées. Ensuite, j'ai réalisé, on a été faire de repérage, et puis j'ai vu qu'il y avait finalement assez peu de murs disponibles pour travailler, encore qu'aujourd'hui, je me dis que finalement, si j'avais réalisé une peinture murale sur un papier peint, ça aurait pu être assez beau. À l'époque, c'est-à-dire c'était il y a 2 ans, je me demandais de quelle manière je pouvais essayer de diversifier mes supports. Et j'ai commencé à réaliser des peintures sur des tirages photographiques, sur des supports plus prosaïques que la toile, donc des planches, des éléments en aluminium, trouvés ça et là à l'atelier ou aux alentours. Et donc lorsque je me suis retrouvé dans cette maison, je me suis dit que peut-être, ce serait intéressant de prélever un certain nombre d'objets, des objets plans, qui pourraient devenir, comme des tableaux, les supports de nouvelles peintures, en fait, hein, en partant du principe que, après tout, le fait de renouveler en fait les supports pouvait aussi me permettre de renouveler mon travail de peintre. Voilà. À partir de quoi j'ai prélevé des objets que j'ai emportés à l'atelier et que j'ai peint, je dirais sur lesquels j'ai peint comme si c'était des tableaux d'une certaine manière. Voilà. En gros, le principe de ce travail. Alors, c'est des objets qui sont des objets de nature très différente. Hein. On a des objets qui sont des objets très ordinaires, des objets usuels,
hein. Je pense notamment, il y a une porte de placard dans la cuisine qui a pu faire l'objet d'une peinture. Il y a ce fameux tiroir, qui est un tiroir sur lequel j'ai réalisé une peinture et qui est un tiroir de meubles en mélaminé, qui est un meuble assez quelconque, on va dire. Hein. Donc, c'était intéressant pour moi de confronter mon travail. Alors, le problème, c'est que toutes les images n'y sont pas, mais c'est. Par contre, je voudrais peut-être éventuellement, on peut. Non, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'arrêter, parce qu'en fait, le diaporama tourne en permanence. Je suis désolé, c'est possible, ouais. Est-ce qu'on peut... Ou si tu veux, tu peux mettre le catalogue, les pages du catalogue, c'est peut-être plus... Il y avait différents types d'objets. Il y avait des objets qui étaient des objets donc, vraiment très ordinaires, qui sont situés en périphérie, qui sont des objets qu'on ne voit pas forcément, et puis qui ont une sorte de présence tout à fait secondaire. Et puis des objets qui étaient plus, je dirais qu'il y avait qui était, je dirais, stratégiquement plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait des peintures au mur. Bon, ces peintures étaient certaines. Bon, en m'arrangeant avec les uns et les autres, j'ai pu m'approprier une de ces peintures pour réaliser une autre peinture par-dessus et la réaccrocher au mur. Donc ça, c'était quelque chose de très... Enfin, disons que l'ensemble des objets que j'ai prélevés vont de portes de placard. J'avais localisé un vieux calendrier, un tableau, une chaise pliante, un herbier, enfin une succession d'objets qui ont tous des spécificités. Alors, soit c'est des spécificités qui sont liées à leur surface, hein, il y a beaucoup d'objets en bois, donc du coup les objets en bois produisent sur la surface peinte des particularités. Il y a aussi des objets qui ont une histoire. Par exemple, j'ai choisi de réaliser une peinture sur la tranche d'un livre, qui est en fait qui est ce livre-là, qui est un des 3 volumes d'une encyclopédie éditée par Masno, qui s'intitule Les peintres célèbres. Et j'ai pris le volume qui est consacré à l'abstraction d'après-guerre. Et donc il y a tout un répertoire magnifique d'artistes, de peintres en particulier, répertoriés, enfin les peintres actifs entre 45 et 60. J'ai eu la possibilité aussi de réaliser une peinture. Alors, est-ce que c'est... Alors, c'est celle-ci, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait dans le séjour, au-dessus d'un canapé, une reproduction d'un tableau de Van Gogh qui était là depuis un certain temps, je pense. Et bon, c'était vraiment quelque chose qui était situé, enfin, qui était vraiment bien en vue. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, puisque la plupart des propositions étaient des propositions qui donnaient lieu à des peintures qui étaient situées plutôt en périphérie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'occuper un espace qui serait un espace un peu plus visible. Et donc, du coup, j'ai pris cette reproduction, j'ai réalisé une peinture sur la reproduction, tout en laissant naturellement le cadre, les marges et la légende. Hein, donc on a finalement une peinture qui succède à la reproduction d'une peinture. Quoi. Et au moment où tu prélèves l'objet, avant d'exécuter ton travail, tu prends une photographie pour situer l'œuvre et la remettre exactement. Ah oui, c'est vrai que le fait de travailler, de rapporter les objets à l'atelier font que du coup je travaille de mémoire. C'est-à-dire que c'est vrai que les peintures que j'ai réalisées sont à la fois appartiennent aux préoccupations formelles du moment et simultanément je me demandais de quelle manière ces peintures allaient s'intégrer dans cet espace. Donc j'avais des photos de repérage qui étaient des photos qui non seulement me permettaient de juger ce que ça pourrait donner, hein, d'anticiper,
mais également de remettre les objets exactement comme ils étaient. C'était très important pour moi de tout remettre en place. Donc par exemple cet objet-là, hein, cet herbier qui est dans la partie gauche, est un support particulier parce qu'en fait au départ c'était une image, un herbier, donc une image, une sorte de planche sur laquelle apparaissaient, on les voit encore un peu par transparence, sur laquelle apparaissaient des éléments végétaux. Hein. Et en fait, c'est pas vraiment. Alors, je sais pas, c'était une planche qui était là depuis assez longtemps, donc elle était coincée entre un mur, posée sur un meuble, retenue par un tableau. Et dans la durée, avec l'humidité, elle s'était un peu affaissée comme ça. Il y avait quelque chose qui faisait que du coup, l'image était devenue courbe. Et c'était assez beau, parce que c'est une image qui avait une sorte de position intermédiaire. C'est-à-dire que finalement, pour une image comme ça, c'était le tableau qui retenait cette image. Qui était un peu la star de ce mur, quoi. Et cet herbier avait une position très modeste, très, très, très discrète. Et je trouvais que c'était intéressant de faire une sorte de proposition alternative et de remettre exactement l'herbier en place avec cette magnifique courbure. Et donc je pense qu'il est encore en place aujourd'hui. Hein, c'est des choses qui... voilà, dans l'ensemble... Donc c'est une proposition qui s'est faite en 2 temps. Hein. Il y a des objets que j'ai réalisé une première série d'objets. Il y a eu un vernissage, une fête. Et puis les mois qui ont suivi, je suis revenu pour différentes raisons et je me suis rendu compte que certaines compositions ne me convenaient plus. Donc j'ai repris 2-3 objets, je les ai repris à l'atelier pour les remettre à nouveau en place. Entre-temps, j'ai eu la possibilité de faire une exposition personnelle dans un appartement vide, dans lequel j'ai réalisé des peintures murales, et je trouvais que ça pouvait être intéressant justement de prendre quelques-uns de ces objets, de les décontextualiser et de les présenter comme des œuvres, comme des objets indépendants, des objets autonomes. Peut-être c'est au-dessus. Ouais. Ah ouais, c'est en bas là. Voilà. Voilà, ça a donné ce genre de choses-là. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est instable. Donc c'était intéressant pour moi, à un moment donné, de sortir ces objets, de les présenter, de voir un petit peu ce que ça donnait indépendamment de ce contexte, qui est un contexte tout à fait étonnant et vraiment très différent de ce à quoi on peut être habitué. Donc voilà, ça a été vraiment une possibilité du travail à un moment donné. Après, c'est-à-dire que ensuite, j'ai pas forcément cherché par la suite, où je l'ai cherché mais sans succès, à produire des peintures sur des fragments de meubles que j'aurais trouvés, je sais pas, dans la rue chez Emmaüs, où je suis revenu à l'atelier à une pratique finalement qui est une pratique de peintre, où j'ai repris des supports plus habituels. Mais selon les projets, effectivement, mon travail me permet comme ça de produire des extensions, ou de proposer des alternatives vraiment à cette pratique d'atelier. Voilà. Je t'en prie. Est-ce que tu as des questions? Merci. Donc je suis Groschette, effectivement. Nous, je suis intervenu avec Nathalie Brevet de manière très différente. De manière très différente, parce que vous l'avez compris, il est assez risqué d'intervenir dans la maison après l'intervalle avec Guillaume, qui a magnifiquement investi les lieux. Mais heureusement qu'il est parvenu une 3e fois, parce que je pense que tous nos objets auraient été recouverts de ces jolis motifs. Alors d'ailleurs, je souriais tout à l'heure parce que la première fois que je suis allé dans ce lieu avec Nathalie, Guillaume était là, d'autres artistes étaient là, et Philippe Curval aussi, ainsi que Anne Tronche.
Et j'avoue qu'en discutant avec Guillaume, j'ai saisi ce fameux bouquin là, sur les 20 peintres, les peintres les plus célèbres du XXe siècle. Et ça nous a valu un cours d'histoire de l'art magnifique de la part de Anne, dont je me souviens encore, et je pense que toutes les personnes qui étaient autour de la table s'en rappellent. Donc nous, on a intervenu d'une autre manière. En fait, on a eu la chance de passer le week-end là-bas, on est resté un petit peu, et le lendemain matin, on a essayé de creuser, suite à ce projet très séduisant, on a essayé de creuser un petit peu pour savoir qui était ce monsieur C. Donc évidemment, ça reste très mystérieux, mais très vite, en fait, on nous a parlé d'un contexte géographique assez amusant, qui est effectivement ces mûches, qui caractérisent complètement le lieu, parce que c'est la raison touristique, même je crois, de ce petit coin. Et ça l'est pas ? Bon, bah alors ça l'est ou ça l'est pas. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup amusé, puisqu'en fait, ce personnage caché, comme ça, dont on ne connaît pas l'existence, donc ce monsieur C, se résumait en fait à la mûche. Et la mûche, pour nous, c'était effectivement la cachette. Donc la cachette, c'est en fait c'est un mot picard. Mûche veut dire cachette, tout simplement. Je crois se mûcher, ça veut dire se cacher. Donc en fait, on s'est intéressé à cette histoire, et plus on entendait des récits sur ce personnage, plus finalement, on avait envie de tirer le fil. Et quand je dis tirer le fil, c'est qu'en fait, quand on a regardé ces cachettes, en fait, on s'est dit qu'on allait tirer le fil avec une histoire qui est assez amusante, parce que en soi, la mûche, ah oui, effectivement, donc c'est problématique ça. En soi, la mûche, en fait, c'est non, mais on va laisser comme ça. En soi, la mûche, c'était une manière de répondre à ce monsieur C, mais c'était aussi une manière de se questionner sur ces cavernes, là, sur ces espèces je sais pas, c'est des cavernes de craie, je crois, de roches crayeuses, qui étaient creusées pour protéger les villageois. En fait, en deux mots, la mûche, c'était des sortes de tunnels qu'ils avaient creusés sous les maisons, et en les creusant sous les maisons, c'était pour se protéger des envahisseurs, enfin des saccageurs, je crois qu'ils les appelaient des fourrageurs, je crois c'est ça. Au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, qui saccageaient, donc à ce moment-là, la France n'était pas constituée, enfin pas cette partie-là en tout cas, et donc qui saccageaient systématiquement tous les villages. Donc voilà, ils s'y protégeaient en descendant avec le bétail, les récoltes et tout ça dedans. Tout le village descendait à 15 mètres sous terre. On a du mal à croire véritablement à cette histoire, elle est très complexe, mais bon, en tout cas, c'est à visiter, c'est assez amusant, quoi. Donc en partant de cette histoire de Monsieur C, on a décidé de tirer un fil, et en tirant un fil, en fait, on a extrait une ampoule, puisqu'en fait, on a pu intervenir dans une dépendance, dans la grange, j'ai envie de dire, et dans ce genre d'appentis, il y a toujours une petite ampoule toute simple qui éclaire le lieu. Et du coup, on a tiré cette ampoule comme si elle sortait de terre. Et en fait, elle était en résonance à une deuxième intervention que Héloïse et Noélie nous avaient proposé à tous de réaliser. C'était une sérigraphie. Alors, c'est pas une sérigraphie, je sais plus ce que c'est la technique, mais enfin bon, l'équivalent d'une sérigraphie. Qui se mettait en résonance. Donc en fait, on a voulu s'amuser d'un autre personnage qui est un célèbre chroniqueur de son temps à la fin du XVIe et surtout au début du XVIIe, qui s'appelle Pierre de l'Étoile. Et on a pris une partie de sa calligraphie, donc parce que c'est de son calligramme, pardon, parce que c'est écrit en calligramme. Et en fait, c'était de capter juste quelques mots qui étaient enfouir le soleil en terre ou l'enterrer dedans un trou. Donc comme on peut voir, il est écrit à la base, en fait, à l'origine, il est écrit en entonnoir. En mettant en résonance ce Pierre de l'Étoile, donc qui est quasiment contemporain de cette histoire de mûche, et en tirant cette ampoule, finalement, on a tiré cette lumière qui sortait du sol, et c'était notre manière un petit peu poétique, j'ai envie de dire, de répondre à cette histoire mystérieuse de Monsieur C. Donc voilà en fait comment s'est constituée cette pièce. Alors ensuite, elle est pendue dans l'espace, dans cette grange, et en la pendant dans cette grange, on a pu aussi y faire une petite action, parce qu'il s'agissait de faire un geste, et ce geste, en fait, c'était que par défaut, elle est allumée, et quand on rentrait dans l'espace, elle s'éteignait. Dès qu'on était en mouvement, elle s'éteignait, en fait. Donc c'était une sorte de détecteur inversé, de présence inversée, si vous voulez. Et en fait, pour nous, c'était comme une sorte justement de cachette, c'est-à-dire comme une sorte de petite bête apeurée qui, d'un seul coup, sans le danger, vient s'immobiliser, et quand elle est rassurée, en fait, elle peut se rallumer. Et donc, si on s'immobilisait dans l'espace, la lumière revenait. Donc voilà pour cette histoire de mûche. Et je crois que, je ne sais pas pourquoi, mais Noling m'a demandé si je pouvais le mettre en résonance avec d'autres types d'installations. Donc je vais le faire sur une installation récente dont il m'a parlé tout à l'heure. C'est vraiment en deux mots, parce qu'en fait là, c'était un geste avec un petit objet. Et comme je sais pas pourquoi, il nous dira peut-être tout à l'heure pourquoi il m'a demandé de le mettre en résonance avec une installation. Peut-être parce que beaucoup plus monumentale, ouais. Alors peut-être il s'attendait à une intervention plus monumentale, je ne sais pas. Donc, en fait, en deux mots, effectivement, nos gestes sont souvent liés au contexte, donc, comme je viens de l'évoquer.
Et là, en fait, il s'agissait d'une invitation pour un. Donc, c'est parce que c'était une installation toute récente, en fait. Hein. J'aurais pu parler d'autres installations, parce qu'il y a des installations comme Cellula qui reprenaient l'idée de la cellule, parce qu'en fait, dans ces muches, les paysans avaient des cellules, les villageois avaient des cellules pour mettre une pour le bétail, une pour les habitants. Et effectivement, on avait fait une installation au Collège Bernardin qui s'appelait Cellula et qui marchait aussi sur un détecteur inversé. Mais là, finalement, je parlais d'une installation toute récente. Donc, cette installation, elle se faisait avec 2 conteneurs. C'était pour une manifestation qui s'appelait le Musée éclaté à Caen, entre Caen et Ouistreham, sur le bord de la mer. Et en fait, ces 2 conteneurs étaient empilés l'un au-dessus de l'autre. Et c'était une sorte de sculpture dans le paysage. Donc là, on voit qu'on est sur un site industriel, donc je vais aller très vite. Et ils étaient remplis d'eau, parce qu'en fait, on est dans l'axe de l'estuaire. Donc ces 2 conteneurs, c'était une invitation à venir les visiter, soit par bateau, c'est pour ça qu'il y a un ponton en dessous, soit on arrivait par le quai, on passait derrière une chute d'eau, et en passant derrière une chute d'eau, en fait, on rentrait dans le conteneur par une trémie, parce que les conteneurs étaient en saillie sur le quai. On pouvait pénétrer par cette trémie dans le conteneur et on marchait sur une paroi ondulée, parce qu'en fait, les conteneurs étaient basculés sur le flanc. On avait besoin évidemment de la porte pour le tremplin, mais c'est surtout parce que comme c'était une manifestation, je crois, qui se mettait dans le cadre de la Normandie impressionniste, du coup, en mettant les conteneurs couchés sur le flanc, on récupérait un format paysage. Donc sinon, le conteneur est plus un format portrait. Et donc, en le basculant, on marchait sur la paroi ondulée, donc on peut voir là, et on était guidé par 2 petits feux de signalisation qui sont les mêmes que sur les quais pour la navigation maritime. On remontait à nouveau une échelle pour accéder au second. Et là, en fait, on sortait la tête d'une écoutille, on sortait la tête de l'eau. Et ensuite, on pouvait faire un pas de côté, et on était sur une passerelle en caillebotis, donc l'eau passant en dessous, et qui correspondait en fait au conteneur du dessous. Et là, en fait, effectivement, on se retrouvait dans un paysage face à l'estuaire, donc finalement, l'eau venait se fondre en fait avec l'eau du canal et de l'estuaire, parce que c'était un axe qui se divisait, et, alors qu'on était 5 mètres au-dessus. Donc c'était ça la sensation. Après, on le voyait du côté du village, et après, il y avait un effet de nuit. Donc je pense qu'en fait, la raison, c'était, parce que je blaguais tout à l'heure sur les conteneurs, en fait, c'était pour illustrer que même que ça soit un petit geste avec un objet, que ça soit, comme tu le disais, plus monumental, en fait, dans les 2 cas, c'est de vivre une expérience par le corps, et c'est ça qui nous intéressait de proposer en fait à Cramont, chez Monsieur C. Merci Hugues. Alors avant de terminer, on va donc passer la vidéo d'Amélie Lucas dont on a parlé tout à l'heure un petit peu. Et puis renouveler nos chaleureux remerciements à l'ensemble des artistes qui ont participé à ce projet, aux 2 écrivains et aux personnes partenaires qui l'ont accompagné et soutenu, qui y ont participé. Voilà. Et là, je dis, nous irons prendre un verre ensuite. Et vous aurez l'occasion d'acquérir le catalogue. Voilà. Peut-être souhaitez-vous nous poser des questions aux artistes, d'autres sont dans la salle ou... C'est dommage, le son, c'était à ce moment-là une espèce de petite musette qui devait être diffusée dans le salon. La cuisson a duré 1 nuit. Donc là, vous n'avez qu'une. Donc on va prendre un verre avant que ça se finisse. Le futur, cher monsieur. Non, on ne sait pas encore exactement. Cette maison nous a été prêtée et je pense avec la confiance en le fait qu'on la rende après.
Donc voilà, donc peut-être il y aura d'autres occasions de faire quelque chose dans cette maison, mais pour le moment, Monsieur C peut devenir un petit peu nomade, et pour commencer en Picardie, parce qu'il a commencé à se créer des choses en Picardie, donc ce serait intéressant de continuer là-bas, et notamment peut-être avec un goût pour dans les bûches. Voilà. Et donc, encore un lieu pas du tout fait pour accueillir des œuvres, mais qui nous semblait intéressant. Un white cube souterrain. C'est très très blanc, c'est très beau. Eh bien, à bientôt.